va démarrer le débat. On a une quarantaine de minutes dans lesquelles, évidemment, Madame la Ministre va se prêter au jeu. Et puis, de temps en temps, notre Président fera l'un ou l'autre commentaire sur des thématiques qui vous touchent plus particulièrement. Alors, histoire de d'échauffer, si tant est qu'elle en ait besoin, Madame la Ministre, on pourrait démarrer par des questions un petit peu plus personnelles. Et puis, évidemment, on arrivera vers le sujet qui vous intéresse le plus, les indépendants et puis vos cabinets. Gérard y a fait allusion. Vous êtes fille de ministre, petite fille de ministre. J'ai connu les deux, ce qui ne me rajeunit pas, évidemment. Et j'ai envie de vous dire, donc, on pourrait se dire que vous êtes tombée toute petite dans la marmite politique. J'imagine qu'il y a quand même des choses qui ont dû vous étonner en arrivant dans ce milieu, surtout en étant la plus jeune ministre de l'État fédéral, depuis qu'il existe en tout cas. Oui, mais tout d'abord, pour merci, il a le même micro. Oui, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de son. Vous m'entendez bien ? Ben voilà. Mais vous remerciez en tout cas à toutes et tous de l'invitation. Parce que moi, c'est effectivement, en tant que jeune ministre, un monde que j'ai découvert. Je me suis frottée, on va dire, mais de manière très positive, très rapidement, à tous des métiers pour lesquels j'ai la tutelle. Je pense aux psychologues, aux experts automobiles, et j'en passe, qu'est-ce qu'il y a d'autre. Mais il y a surtout les experts comptables. Et architecte, tout à fait, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Mais en tout cas, je voulais vous remercier de l'invitation parce que je vois la politique menée pour la prochaine législature vraiment dans un dialogue permanent que je pense qu'on a bien commencé parce que même si j'ai une très bonne équipe au cabinet, et j'en vois 2, 3 au fond et à côté, même si ça se passe très bien avec l'administration, mais c'est aussi un contact que je dois avoir avec les organisations professionnelles, avec les ordres, avec les instituts, parce que mener des politiques juste pour écrire 2 lignes sur un papier, mais qui ne répondraient pas vraiment à vos besoins concrets dans la réalité, ce serait peine perdue. Et mon bilan, bravo, chapeau madame, dans 4 ans. Effectivement, jeune ministre depuis le 3 février. C'était un peu inattendu. Moi, pour la petite histoire, j'étais députée bruxelloise depuis 7 mois. On m'avait mise avant-dernière sur la liste, 71e. Je m'étais dit, ça passera jamais, mais voilà, je voulais me battre pour mes convictions et je n'ai pas peur de mouiller le maillot. Et au final, jusqu'à 2 février, 23h30, un appel. Ce qui m'a surpris le plus, c'est déjà de se retrouver au Palais Royal le lendemain matin, à devoir prêter serment, mais aussi avec une surprise de la rapidité de décision qu'il faut prendre, l'importance d'être très bien accompagné, très bien entouré. Je vois mon chef de cabinet qui est un peu plus loin. Et voilà, c'est ça le plus surprenant, c'est la rapidité de décision. Dans un monde en perpétuel mouvement, moi j'étais avocate, vous l'avez dit, Monsieur Delvaux, je savais plus ou moins bien planifier ma journée, les réunions, il y avait peu de gens qui se présentaient sans avoir de rendez-vous. Eh bien là, aucune journée n'est pareille, mais c'est ce qui rend cette fonction passionnante. C'est quoi, c'est des semaines 60, 70 heures, 80 heures? J'ai une voix qui porte, en principe, je pense, voilà. Plutôt 80 heures, je pense. On ne compte pas quand on aime. Exactement. La bonne réponse. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, malgré évidemment le côté filial dans la politique, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont pas étonné, parce que vous venez d'y répondre, mais en disant, vous pensez que c'était évident avant d'arriver au cabinet, et vu aujourd'hui, ce sera plus compliqué que je l'imaginais? On peut en parler, des chiffres quand on est avec des experts comptables, le budget. Voilà, on ne va pas se le cacher. Le comité de monitoring a rendu le bilan hier. Moi, ce que j'entends, et même sur les réseaux sociaux, moi je reste en contact permanent avec les gens, c'est « Ah, mais c'est madame, moi si j'avais été ministre, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça ». Il y a plein de choses que j'ai envie de faire et je vais continuer à me battre avec ça. Il y a la question, bien entendu, de la révision de la protection sociale. Il y a aussi des choses sur lesquelles je vais batailler et c'est inscrit dans mon plan PME, j'espère vous en parler après, comme le congé parental qui existe chez les salariés, mais pas les indépendants, comme le congé maternité, pourquoi est-ce qu'il est à 15 semaines chez les salariés, mais 12 chez les indépendantes. Donc c'est toujours souvent, malheureusement, des questions de sous, mais il faut avoir plus d'un tour dans son sac, et notamment avec la simplification administrative qui, je pense, pèse sur beaucoup de nos entrepreneurs, notamment nos comptables, eh bien on peut faire de l'impactant, du concret, sans pour autant vider les mannes qui sont un peu existantes et arrête de penser que l'argent public tombe comme ça d'une manne céleste. Je pense sincèrement qu'on peut faire du concret, du peu coûteux, mais qui va permettre un peu de vous donner de l'oxygène pour entreprendre et faire ce que vous faites de mieux, entreprendre et pas d'être coincé dans la paperasse administrative. Alors on va en parler parce qu'on a 40 minutes, on a un petit peu le temps. Mais je vais savoir un peu, j'ai bon, point de vue ici, pas ça votre ici.
j'ai souvent l'impression qu'on sous-estime la difficulté pas simplement de poste à vous, mais du conscient ministériel. On est souvent dans la pilier des yaka. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un autre regard en disant, je sais, c'est beaucoup plus compliqué que tu l'imagines. Est-ce que vous êtes d'intérêt d'indépendant, de chef d'entreprise, je le sais, voilà. Oui, je dois parfois faire un peu de pédagogie. Parce que oui, les yaka faucons, il y en a, mais je comprends, c'est parce que c'est un monde qui est un monde politique qui n'est pas connu de tous, qui n'intéresse parfois pas tout le monde, est ce que j'entends. Moi, j'étais députée, on va dire que j'étais sensibilisée au monde politique, notamment via ma famille, et je n'aurais jamais imaginé la réalité, l'envers du décor de se retrouver au sein d'un ministère. Je pense aussi, j'avais eu des remarques au début de ma mandature, de mon entrée en fonction. On me disait, à quoi bon avoir un cabinet puisque vous avez l'administration? Eh bien, un cabinet, ça apporte aussi la couleur politique d'un projet de loi qui doit être décidé aussi. Donc oui, je pense que tout le monde n'est pas trop au courant de ce qui se passe dans un cabinet. Mais, comme je le disais, moi, la porte du 61 rue du Cal, 1000 Bruxelles, est toujours ouverte. Je suis toujours prête à échanger. Je reconnais plusieurs têtes. Je vois aussi Monsieur Nice, mon cher président de l'UCM. Bref, je pense que voilà, c'est aussi une ouverture sur le dialogue parce qu'effectivement, c'est un monde un peu flou pour beaucoup. Alors, vous avez raison de citer l'importance du cabinet. Je crois que vous avez un très, très bon chef de cabinet qui est un briscard de la politique, Rudy Wolders, pour ne pas le nommer, et qui est un grand ami aussi de Gérard. Vous avez besoin, je pense, c'est un peu votre dôme de fer, si je puis dire, par rapport à des ministres qui sont là depuis 10, 15, 20 ans. Et vous le savez très bien, il y a des arbitrages parce que les caisses sont vides ou quasiment. Et si vous n'êtes pas bien entouré, vous pourriez vous retrouver, je dirais, avec le quart ou le dixième des revendications légitimes pour justement cette assemblée qui est là. Ça, c'est mon job. Moi, j'ai accepté une mission. J'étais avocate avant, je défendais des intérêts particuliers. Maintenant, je me suis toujours revendiquée avocate de nos entrepreneurs et de nos indépendants. Sinon, je n'aurais pas accepté la fonction. Effectivement, au sein du gouvernement, je ne vais pas citer de nom, je le cite quand même. Il y a par exemple un ministre de la Santé publique qui a 43 ans de plus que moi. Mais ça n'empêche que je pense que la diversité d'opinions, d'avis, d'âge, d'hommes ou de femmes peut susciter le débat. Moi, en tout cas, je n'ai aucun problème d'aller avec mon bâton de pèlerin parce que j'ai une matière très transversale. Nous, les indépendants, on est préoccupés par la réforme des soins de santé. Vous avez les professions libérales des soins de santé qui viennent chez moi. Vous avez les pensions. On vient chez moi pour des décisions du ministre des Finances. Bref, je n'ai absolument pas peur d'aller défendre, d'aller mouiller le maillot et d'aller défendre ce qu'on me rapporte des indépendants auprès de tous les ministres qui pourraient être compétents pour telle ou telle chose. Donc, âge ou pas d'âge, je vais citer, je ne pensais pas un jour citer du Kylian Mbappé, mais qui disait « Moi, tu ne me parles pas d'âge ». Donc voilà, je pense qu'à tout âge, on peut aller défendre son casse-croûte. Il y avait Jean-Marie Le Pen qui disait aussi, j'aime pas le citer, mais voilà, non, chacun a ses références. Il disait la jeunesse n'est pas une question d'état civil, mais d'état d'esprit. Quand il dit pas de conneries, on peut le citer quand même. Alors, Emmanuel, juste une petite remarque qui était pas prévue, mais tu as aussi été chef de cabinet. Oui, en effet. Du temps de Rudy, il était déjà bien en place. Et donc tu confirmes les difficultés quand on arrive, parce qu'à l'époque tu connaissais pas non plus la politique. Hein. Ah oui, en effet. Moi, je suis aussi arrivé un peu entre guillemets. Pas comme ministre, mais enfin chef de cabinet. Chef de cabinet, et c'est vrai que c'est un monde particulier. Mais je pense que la force d'un parcours particulier, qui est probablement le vôtre, c'est que vous pouvez apporter de la fraîcheur dans la dynamique, parce que tout simplement, vous arrivez avec encore des envies, de la volonté, et donc on est pressé de voir en fait comment vous allez les réaliser. Et parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, vous êtes surtout focalisé autour de la petite économie, comme nous sommes des experts comptables, des médecins de la petite économie. Et je trouve que ça devrait créer davantage de complicité entre notre profession et votre cabinet, parce qu'en réalité, on est au cœur des mêmes préoccupations, des mêmes problématiques. Et donc, nous avons tout intérêt à œuvrer dans le même sens. Voilà, parfait. Alors, Madame la Ministre, on va démarrer avec le sujet, je dirais, qui nous préoccupe ce soir, et notamment avec un chiffre qui est important, qui a fait la une de plusieurs journaux. On a aujourd'hui 1,3 million et quelques d'indépendants. C'est un record. Vous l'attribuez à quoi? C'est le fait que vous
et vos prédécesseurs, qui étaient souvent d'ailleurs de la même couleur du parti politique que le vôtre aujourd'hui, c'est que vous avez rendu au fil du temps le statut d'indépendant plus attrayant, parce qu'avant, on y allait à reculons. Hein. Oui, record historique, 1,3 million d'indépendants en Belgique. J'ai envie de dire cocorico, pas pour moi, parce que c'est des chiffres, c'est par les politiques qui ont été menées avant. Maintenant, moi, mon rôle, c'est d'encore plus rendre ce statut social attractif pour avoir un chiffre encore plus record l'année prochaine ou à la fin de la législature. Effectivement, Monsieur Faljaoui, cher Hamid, ça fait plus de 25 ans que le portefeuille est dans les mains des libéraux. Et je dois reconnaître les avancées faites par mes prédécesseurs. On a eu Sabine Laruelle, on a eu David Clarinval, je ne vais pas en oublier, sinon je vais faire des jaloux, Denis Ducarme, Willy Borsu. Sinon, Pierre-Frédéric se souvient des noms. Je vois qu'il opine du chef. Voilà, il a des posters dans sa chambre de chacun des ministres qui ont... Voilà. Donc il faut rendre à César ce qui est à César. Donc je salue le travail de mes prédécesseurs. À l'époque, la pension, alors je sais bien que les indépendants ne sont pas connus pour avoir la pension la plus élevée en Belgique, mais on ne parlait même pas de pension d'un indépendant. À l'époque, un enfant d'indépendant n'était pas un enfant de salarié. Les allocations familiales étaient différentes. Donc il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait, mais je veux encore renforcer ce travail pour rendre de plus en plus attractif ce statut. On voit, et je suis assez contente de voir les résultats, ça augmente dans toutes les catégories. Les indépendants à titre principal, les complémentaires, les femmes, même si un peu trop lentement à mon goût, on pourra peut-être en reparler. Les jeunes aussi se lancent. Et moi, mon rôle, en tant que jeune ministre, c'est de devoir dire, moi, on veut vous donner toutes les cartes pour vous accompagner dans votre statut, tout au long de votre activité. Quand vous vous lancez, quand vous avez cette fibre entrepreneuriale, lancez-vous. Pendant l'activité, quand malheureusement vous rencontrez un pépin de santé, ou plus heureusement une grossesse, une paternité, et à la fin, au moment de la pension, un statut social plus attractif, avec des mesures, les cotisations sociales. Et oui, et je garde en ligne de fond, et j'ose le dire, dernière chose, je ne vais pas me comparer à la liberté guide dans le peuple, dans le tableau d'Eugène Delacroix, mais oui, avec en ligne de fond que je ne veux pas, et ce n'est pas dans l'accord de gouvernement, augmenter les cotisations sociales des indépendants. Et ça, c'est quelque chose qui est clair pour moi. Et là, on applaudit. Voilà. A priori, ce n'est pas une salle qui est contre la cause que vous défendez, donc ça va aller, je pense. Alors, justement, vous avez fait allusion au parcours de l'indépendant ou de n'importe quelle entreprise. Il y a le début, il faut aider quelqu'un à se lancer. Il y a le milieu où, malheureusement, il peut y avoir les accidents de la vie. Et puis, à la fin, la pension. Est-ce qu'on peut reprendre chacun des trois, voir un peu ce que vous comptez faire, ou vous êtes en train de faire pour le début, pour le milieu et la fin? Vous y avez fait allusion il y a quelques secondes. Mais donc, il y a un plan PME qui est en préparation au sein du cabinet et dans lequel je vais englober plus votre question plus large, ne m'en voulez pas, mais où je vois 4 grands axes. Le premier, c'est ce renforcement du statut social des indépendants. Le deuxièmement, c'est améliorer la compétitivité de nos PME. Troisièmement, c'est l'entrepreneuriat porté par des femmes. On ne se refait pas, il n'y avait plus de femmes au ministère depuis Sabine Laruelle, il y a environ 15 ans. Et quatrièmement, la simplification administrative. Pour ma part, dans le côté statut social des indépendants, j'ai plusieurs mesures que je voudrais mettre en œuvre. Il y a premièrement, quand on se lance notamment, c'est la révision du calcul des cotisations sociales. J'en ai déjà eu l'occasion d'en parler avec l'UCM, ça fera l'objet de nombreuses discussions. Mais pour l'instant, les cotisations sociales, elles sont calculées trimestriellement et payées trimestriellement. Je souhaiterais, en tout cas on va y réfléchir, qu'elles continuent à être payées trimestriellement, mais qu'on puisse les calculer de manière mensuelle pour qu'elles collent plus à la réalité d'un mois. Il y a aussi la question des majorations, quand vous oubliez de payer vos cotisations sociales. Je suis désolée, moi j'ai été indépendante, maintenant j'ai un peu levé le pied du volant. Je pense que les indépendants sont de bonne foi. Vous pouvez parfois avoir un oubli, un petit trou dans la caisse, un petit retard dans vos paiements de cotisations sociales, et pourtant ne pas devoir directement vous faire imposer plus 3%, plus 7%, d'arriver à plus 10% de cotisations sociales en sanction, ce qui peut parfois vraiment vous amener à quelques problèmes. Il y a la question, on parlait de la maladie, malheureusement, quand on rencontre un pépin de santé. Eh bien, j'aimerais étudier la possibilité de se mettre en invalidité partielle. Car on le sait, une entreprise
un homme ou une femme entrepreneur qui va mal, c'est une entreprise qui va mal, et une entreprise qui va mal, c'est l'entrepreneur qui va mal. C'est un cercle vicieux. Eh bien, j'aimerais bien qu'on puisse étudier la possibilité de, avant qu'on arrive au stop, avant qu'on arrive au bout et qu'on ne puisse plus travailler, pouvoir se remettre en retrait. Et ça, c'est tout un travail de prévention qu'on fait notamment avec les caisses d'assurance sociale pour ne pas devoir se mettre totalement en arrêt. Je parlais de la maternité. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a 2 semaines, sous mon impulsion, et j'en suis ravie, eh bien, les femmes indépendantes qui ont accouché se sont vues dispenser du paiement de cotisation sociale pour les 6 premiers mois qui suivent leur accouchement, sans avoir aucun impact sur la pension. Je souhaite aussi, et je l'ai dit, mais toujours est une question de budget, je souhaite parler congé parental au sein du gouvernement, 4 mois, comme les salariés. Je souhaite parler congé maternité plus long au sein du gouvernement. Bref, j'en passe et j'en passe. Mais là, c'est les volontés pour la protection du statut social des indépendants. Et puis, je n'ai pas parlé compétitivité, etc. Mais... On va y revenir, on a encore le temps. Et de toute façon, on va rebondir avec Emmanuel dans quelques secondes. Ça, c'est le plan PME qui devrait être finalisé fin de cette année, fin de la législature. Est-ce qu'il y a un deadline ? On y travaille ardemment. Et moi, j'ai beaucoup de parlementaires qui m'ont dit vous parlez tout le temps du plan PME, mais quand est-ce qu'on en voit le bout ? Je peux vous dire que c'est un travail de longue haleine parce que le dernier plan PME, il date de 2015. Et je ne critiquerai jamais mes prédécesseurs, mais depuis lors, le temps a un peu changé, les ministres aussi. Et quand on m'a demandé potentiellement de repartir sur ce plan-là, on s'est dit un grand non. C'est un plan où il y a pour l'instant plus d'une 80aine de mesures, des mesures concrètes qui ont été discutées avec les organisations professionnelles, avec les indépendants eux-mêmes. Je pense par exemple à une mesure de simplification administrative qui ne concerne que les transporteurs d'autocars. On pourrait se dire, mais je n'aurais jamais pu deviner que dans leur tableau de bord, ils avaient tout des... Je ne peux pas le deviner sans avoir les autocars chez moi, dans mon cabinet. Bref, c'est un travail qui a pris 7 mois, dont on a accouché, mais je n'aurai pas une dispense de cotisation, mais dont on a accouché et qui est pour l'instant débattu ardemment au sein des intercabinets, vous qui connaissez, etc., qui avez été chef de cabinet. Il est en pleine discussion et j'espère pouvoir le sortir en cadeau sous le sapin de Noël. Alors, on pourrait l'applaudir une deuxième fois. Voilà, ça... Alors, Emmanuel, la facturation électronique peut être vue par certains, à tort ou à raison, comme une manière de simplifier les choses. Toi, tu tires plutôt le signal d'alarme, tu y as fait allusion dans ton introduction, en disant attention, enfin, si je résume très 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 fort, on n'est pas prêt pour le basculement. Non. En effet, donc, là, en fait, on a un certain nombre de signaux à 3 niveaux qui nous indiquent que la facture électronique n'est raisonnablement pas une bonne idée au 1er janvier. La première, c'est qu'on a un certain nombre de signaux technologiques qui montrent que ça ne marche pas toujours, qu'il y a un certain nombre de défauts qui se produisent, notamment en fonction des technologies utilisées entre les différents access points, etc. Et donc, évidemment, il y a tous les cas où ça fonctionne, mais il y a tous les cas où ça ne fonctionne pas si bien que ça, et tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de testing et pas assez de périodes transitoires. Et ça, personne n'en parle, alors que dans tous les pays européens qui ont passé à la facture électronique, ça s'est toujours fait avec des entreprises de différentes tailles et on passe des plus grandes vers les plus petites, tout simplement parce que les plus grandes sont mieux accompagnées, sont mieux équipées et sont donc mieux en mesure de respecter les premières cette échéance. En Belgique, on met tout le monde au même niveau, du petit au grand, et donc tout simplement, on va aller vers une catastrophe. La deuxième réalité, c'est que dans le marché belge, il y a quand même une spécificité qui est bien connue de la plupart des acteurs, c'est que c'est un marché de micro-entités. Les micro-entités, ça dit bien ce que ça veut dire. 92% des entreprises sont sans employés. Ça veut dire en fait qu'on est virtuellement dans un marché d'indépendants si on ne considérait que la pratique professionnelle. Ces gens n'ont pas que la facture électronique à mettre en place. Ils ont un paquet de normes, de règles, de contraintes à mettre en œuvre et qui font qu'aujourd'hui, et tous les cabinets qui se chargent de ça en sont conscients, c'est beaucoup plus facile de basculer une entreprise de 10 ou 20 personnes dans le schéma qu'un indépendant qui est seul.
Et c'est plus facile de basculer un jeune dans l'ère électronique qu'une personne plus âgée ou une personne de la troisième génération. Donc en fait, ça aujourd'hui, c'est une réalité que l'on perçoit et que l'on perçoit aussi bien au niveau des entrepreneurs qu'au niveau des cabinets. Et donc notre appel, et on va le renforcer considérablement, je dirais, dans les prochaines semaines, parce qu'on va sonner la sonnette d'alarme de façon plus précise, il faut reporter cette échéance et la rendre obligatoire sur les personnes et les entités qui sont en mesure de le respecter pour du vrai et de le tester pour l'ensemble de la communauté. Je pense que les personnes plus âgées me concernent un peu, peut-être. Je dirais que notre cabinet, disons, est prêt pour la facture électronique. Depuis pas mal de temps, nous nous sommes apprêtés, disons, directement à la digitalisation, numérisation. Bon, tout ça est évidemment une antériorité qu'il y a lieu d'acquérir, mais comment veux-je dire, de toute façon, l'âge, c'est une question, disons, d'esprit, parce que finalement, c'est l'âge qu'on a dans la tête. Hein. Voilà, merci beaucoup. Mais oui, ce sont de réalités différentes, mais que j'entends tout autant. Moi, je vous mentirais si je ne vous disais pas que toutes les semaines, je reçois des mails. Je reçois des courriers. Souvent, il y a une fracture numérique, justement, des courriers de gens qui me disent « Mais moi, si c'est pour passer au 1er janvier à la facturation numérique, je préfère arrêter. » Et je ne vais pas me faire plus sage que le pape, je ne sais plus l'expression, catholique que le pape. Pourtant, j'ai été chez les jésuites. C'est que moi, de devoir lire qu'un indépendant, un entrepreneur préfère arrêter, cesser son activité à cause d'une obligation européenne, je ne peux pas l'entendre. Et donc, voilà, on est en train de mener des évaluations. Je vais être tout à fait honnête. La dernière, menée par le FOTBOSA et commandée à l'UGent, montrait des chiffres un peu interpellants, que seulement en juin 2025, 20% des entreprises, des entreprises seraient prêtes pour la facturation électronique. C'est une co-compétence et même surtout la compétence du ministre des Finances, M. Yanni Ambonne. J'entends, je mène encore des évaluations et effectivement, si à un moment on se rend compte qu'il n'est pas possible de tenir le délai, qui est une obligation européenne et que j'hérite aussi du précédent gouvernement, peut-être, je ne dis pas que c'est pas une annonce que je fais aujourd'hui, mais peut-être faudra-t-il envisager des périodes de tolérance, de transition pour accompagner au mieux nos PME qui sont encore un peu sous la touche. Mais je me permets aussi, et je ne juge personne, je ne vise personne, j'ai au fond de moi un espoir que le fait que la date butoir approche, les gens se réveillent. Je pense que la date butoir, bien sûr, mais elle était déjà prévue pour 2021, si mes souvenirs sont bons. Donc, on devait déjà entrer dans la facture électronique à ce moment-là. Donc, voilà, on a postposé. Voilà. En France, de fait, deux visions différentes derrière la table. Voilà, mais en tout cas, il y a une écoute avec une tolérance. Comme disait l'humoriste, la tolérance, il y a des maisons pour ça. Mais Même chose avec les statuts. Pardon, moi, mon passif d'avocate en droit des sociétés, tout le monde était au courant qu'il fallait mettre ses statuts à jour pour le 31 décembre 2024. C'était panique à bord le 30 décembre, alors que moi, j'étais en train de préparer ma dinde. Hein. Non, mais les gens détestent les coups près. Ouais. Voilà. Alors, juste une chose pour ne pas rester sur une note à la fois ou négative ou en tout cas mitigée. Dans la simplification, enfin dans les mesures, il y a 128 mesures de simplification administrative, enfin, ou jugées comme telles, j'exagère, c'est peut-être le côté inflationniste d'Hamid Feljaoui. Hein. Non, mais bravo. Mais quelles sont les autres, les mesures phares, histoire qu'ils repartent ce soir avec des bonnes nouvelles quand même aussi? Mais simplification administrative, c'est un des grands axes de ce plan PME, qui, je rappelle, le plan PME 2025. Donc, effectivement, il n'y en aura pas 128 mesures. Mais je vais vous donner une petite anecdote, et donc, très bon chiffre, Monsieur Feljaoui. En 2021, mon prédécesseur avait demandé au Conseil supérieur des indépendants et des PME de lui dégager des mesures de simplification administrative à mettre en œuvre pour soulager nos indépendants. Et de tête, on peut me corriger, il y en avait 121 en 2021. Rudy dit oui. Et pour la petite anecdote, quand on dit tout le monde depuis des années le fameux mammouth simplification administrative, j'ai demandé en février de cette année de me donner un petit update, une actualisation de cette liste.
Eh bien, 4 ans après la Vivaldi, je peux le dire, le MR était dedans, il n'y en avait pas 121, il y en avait 186. Donc, je pense que la simplification administrative, on en parle depuis toujours, mais il faut en faire une réalité. On a un ministre du budget, M. Van Petegem, qui est aussi la simplification administrative dans son escarcelle. Et il y a des noms oui, comme ça, on ne sait pas. C'est le budget qui vous a... On va l'appeler Vincent. Bref, en tout cas, moi, je me porte garant d'aller... C'est ce que j'ai fait, en fait, dans ce plan PME, c'est de rassembler des mesures de simplification administrative. Il y en a pas 121, ce sont des mesures concrètes, impactantes, qui sont parfois par secteur. Je parlais du secteur des autocars. Il y a par exemple, et je pense que c'était une demande des experts comptables, eh bien, je proposerai au gouvernement d'avoir un mandat unique et centralisé pour les professionnels du chiffre, pour pouvoir accéder aux données, aux informations de vos clients. Il y a, par exemple, je proposerai une numérisation, et c'est ce que je vais proposer, une numérisation de la publication au Moniteur belge, parce qu'en 2025, devoir aller avec sa petite mallette au greffe de forêt, je peux vous le dire, je l'ai fait à maintes reprises, pour que, et même numérisé, quand vous l'envoyez, on dit « Oh non, mais chez nous, à Liège notamment, je suis moitié liégeoise, hein, non, chez nous, les signatures électroniques, on n'accepte pas. » Moi, j'avais des administrateurs qui habitaient au Tsiplou, enfin bref. Donc, il faut une numérisation des publications Moniteur belge. Il y a également, ce que je propose, c'est au niveau du seuil de la franchise de TVA, de la faire passer de 25 000 à 35 000 euros, comme ça se passe dans certains pays de l'Union européenne. Il y a aussi, dans les mesures de simplification administrative, bon, j'englobe un peu large, mais je proposerai la réduction des frais de notaire pour les modifications et la création des statuts, l'élaboration des statuts et leurs modifications. Bref, il y a plusieurs mesures. Je serai ravie de bientôt vous les proposer, vous les présenter quand elles auront été acceptées au gouvernement. Mais toute bonne idée est bonne à prendre. Alors parfait, parlons d'un sujet aussi qui est important, et Emmanuel rebondira aussi là-dessus, c'est comment comptez-vous, parce que je sais que vous le souhaitez, faciliter l'accès au marché public, desquels sont exclus la plupart des TPE et des indépendants, qui sont une bonne partie des clients de nos amis qui sont dans la salle. C'est un grand point pour améliorer la compétitivité de nos PME, le marché public. Marché public, c'est des matières de la chancellerie, mais moi, comme je l'ai dit, je n'ai pas peur d'aller frapper à la porte de ceux qui ont les clés et qui m'ouvrent, et même d'enfoncer la porte. Et donc, dans mon plan PME, je reparle, j'ai plusieurs mesures en ce sens, parce que je me base sur un accord de gouvernement qui n'a jamais été aussi business-friendly, qui n'a jamais mis autant l'accent sur la croissance, sur la compétitivité de nos entreprises, et qu'on est à un momentum, notamment avec les PME, les indépendants, un momentum avec un ministre de l'économie et du travail, de l'emploi qui est libéral, je peux le dire, de la même couleur politique que moi, qui est même à 2 étages au-dessus de moi dans le même immeuble. Bref, dans cet accord de gouvernement, c'est écrit noir sur blanc, et je me tiens là-dessus, que nous voulons atteindre un objectif de 80% de PME dans les marchés publics et de 60% de PME parmi les entreprises adjudicatrices. Et pour cela, je vais prôner, c'est ce que je fais, déjà le principe du only once, qu'il y ait une base de données centralisée quand vous répondez à un appel d'offres, et que toutes les données qui sont tout le temps demandées les mêmes dans les cahiers des charges, eh bien, puissent être concentrées à un endroit, et qu'on ne doive pas à chaque fois tout renvoyer, ce qui fait pour certaines de nos TPE, ils ne répondent même plus aux appels d'offres. Ils disent, moi je n'ai pas commencé à m'embêter, il me faudrait un équivalent temps plein pour juste s'occuper des marchés publics. Ça fait cher le timesheet, effectivement. Ça fait cher le timesheet. Il y a aussi la question du droit à l'erreur. Quand vous faites une petite erreur dans votre mise, voilà, qu'on puisse passer à autre chose et corriger ça de manière plus simple. Il y a aussi la question de pouvoir diviser en lots, ce qui permettra à nos plus petites entreprises de participer, de préférer la qualité plutôt qu'au prix. Et également d'autres mesures, je ne les... Voilà, il y en a plus de 120. Donc, il y en a plus de 120. Maître Capelovici du budget est là-bas au fond, donc voilà. Mais bref, d'arriver à cet objectif de 80-60%, parce que juste les marchés publics, pour l'instant, les PME s'autoprivent d'y entrer. Je ne sais pas quel est votre avis. Emmanuel, rebondir là-dessus, comment se fait-il que nos amis experts comptables sont si friands des indépendants et des PME ? Avec un micro, ça ira mieux.
Mais c'est ce qui fait la proximité qu'on a avec cette ministre et sa matière, c'est que finalement, les experts comptables sont surtout présents chez les indépendants et les petites entreprises, parce que tout simplement, c'est elles qui ont le plus besoin d'accompagnement. Ça ne veut pas dire qu'on n'accompagne pas, je dirais, le reste du marché, mais c'est souvent les plus grosses structures. On parlait avant des Big Four, maintenant c'est plus les Big 10, voire les Big 20. Mais c'est vrai que la plupart des experts comptables qui sont ici, ils vont gérer 40 à 80 dossiers qui, pour la plupart, sont constitués, je dirais, d'entreprises de petite taille. Et donc, forcément, puisque nos clients sont comme ça et que l'essentiel de nos cabinets sont comme ça, puisque l'essentiel de nos cabinets sont des cabinets de moins de 5 personnes, mais en fait, on est baigné dans l'environnement PME. Et ce qui fait de nous, en fait, quelque chose de très qualitatif par rapport à nos clients, c'est qu'on leur ressemble. Et donc, qui se ressemblent, s'assemblent, tout simplement parce qu'on vit les mêmes problèmes. On vit les mêmes problèmes de recrutement, on vit les mêmes problèmes de digitalisation, on vit les mêmes problèmes d'application des normes changeantes à tout bout de champ. En fait, on le vit chez nous. Et c'est pour ça que parfois, on n'est pas aligné avec l'ITA, parce que l'ITA est parfois plus une institution qu'un accompagnement de nos professionnels. Et donc, forcément, eh bien, on rouspète vis-à-vis de cette institution, comme on rouspète vis-à-vis, je dirais, du pouvoir législatif ou d'autres pouvoirs. Et donc, en fait, ça devrait nous permettre en fait, de dialoguer aisément, puisque finalement, on a le même centre d'intérêt et la même problématique, essayer d'améliorer le sort de nos pairs. Alors, préparez-vous, puisque dans quelques minutes, ce sera à votre tour aussi de poser des questions directement à Madame la Ministre. Une question mais liée à l'actualité que malheureusement nous subissons depuis plusieurs mois, depuis qu'il y a un ancien milliardaire de l'immobilier new-yorkais qui a décidé d'être président pour la deuxième fois des États-Unis. Qu'est-ce que vous avez proposé ou qu'est-ce que vous proposez dans le cadre de votre fonction pour soulager un certain nombre d'entreprises, d'entrepreneurs qui sont affectés par cette guerre commerciale ? Quand il y a eu cette fameuse annonce, maintenant j'ai oublié les dates, c'est arrivé quand il y avait les menaces qui posaient... Non, quand les menaces posaient sur l'arrivée des tarifs douaniers, je pense que c'était un peu avant l'été, j'ai directement, non c'était en avril même, j'ai directement, avec mon administration, décidé de rencontrer et d'inviter au cabinet les secteurs les plus probablement touchés par la guerre commerciale, il n'y a pas d'autre terme. Ça va de tout, ça va des diamants. Ça va de l'agroalimentaire, de nos pommes de terre surgelées qui partent comme ça par bateau et par bateau vers les États-Unis. On a 5617 entreprises belges qui exportent vers les États-Unis, dont 92% d'entre elles sont des entreprises de moins de 250 salariés. Je les ai rencontrées et avant même que les tarifs arrivent, on a exposé voilà, les marges, etc. On parlait des diamants. Ils m'ont fait comprendre que si on parlait de taux beaucoup trop élevés, il fallait juste faire un trait sur les États-Unis face à la concurrence des diamants d'Ubayotte et autres caisses. Ce qu'ils demandaient, c'était une stabilité et aussi potentiellement de s'ouvrir à d'autres marchés, de voir ça comme une opportunité. Et puis le coup près est tombé. L'accord a été signé entre les États-Unis et l'Europe. Accord, on ne va pas se le cacher, qui n'était pas non plus parfait, mais je me permets de dire aussi, on était face, vous parliez d'un milliardaire, on était face à gros et un peu plus gros que nous, et on ne se cachera pas qu'on n'avait pas énormément de choses à vendre. Là, on a au moins de la stabilité. Ce qui est mis à disposition des PME, déjà, c'est comme un Brexit scan, c'est qu'elles peuvent se connecter et avoir accès un peu, c'est une mise à disposition d'un outil qui leur permette de comprendre un peu leur capacité face à ce marché américain. Il y a aussi quelque chose que je plaide au sein du gouvernement et en protection de nos PME, c'est en arrêter, on l'a dit aussi avec le gold plating. Cette lasagne, on doit transposer et hop, on a rajouté une couche en Belgique, ce qui nuit totalement à notre compétitivité. Et je vais même être claire, quelque chose dont je n'ai pas peur et que je continuerai à plaider à un niveau européen, c'est même de déréguler, d'arrêter toutes les entraves à notre compétitivité ici en Belgique.
répartir. Oui, ça, je peux parler. Même dans notre profession, au niveau normatif, hein, donc tout à l'heure tu as mentionné l'ITA, mais l'ITA n'y est pour rien, parce que c'est quand même, j'étais président de l'IEC antérieurement, donc je défends quand même cette organisation. Donc disons que d'une manière générale, ça vient de l'Europe. Donc on nous impose, et l'Europe, ça vient des États-Unis, et il y a du lobbying qui est en train de se faire, que finalement nous avons un tas de normes qui ne répond plus à rien du tout dans toutes les missions, disons, que nous devons accomplir. Et alors, à partir de ce moment-là, plus aucun expert comptable ne veut établir une mission. Pourquoi ? Parce que, finalement, il y a tellement de contraintes administratives au niveau du blanchiment, au niveau, disons, de toute une série, disons, d'éléments également autres que le blanchiment, mais finalement, mon maître de stage, qui est le fondateur de l'ordre, m'indiquait, parce que je faisais partie d'une commission concernant ces normes au niveau, disons, des instituts, reviseurs et experts comptables, et m'a dit, faites quand même attention de ne pas aller trop loin, parce que sinon, vous allez remplir des formulaires en disant non, oui, non-application, et puis finalement, vous aurez l'âge du capitaine à la fin. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et alors, d'autre part, nous sommes abreuvés et un manque de rentabilité, disons même de mission, étant donné que, avant de commencer une mission, il faut un temps relativement important. J'avais compté que si on veut respecter scrupuleusement, ne fût-ce qu'au niveau du blanchiment, 22 pages, d'une manière générale, pour les entreprises un peu plus complexes, à devoir rentrer. En plus, au niveau des normes, et ça ne veut plus rien dire, parce qu'antérieurement, nous avions des normes simples où chacun pouvait comprendre. Aujourd'hui, on vient de faire une norme, disons, rien que sur les liquidations de sociétés, qui comporte plus de 50 pages, mademoiselle Classe. Donc, avant de pouvoir assimiler ça, il faut déjà un certain temps. Donc, je rends attentif quand même le Conseil supérieur des professions économiques, sur la chose. Alors, avant de vous céder la parole, comme c'était promis à nos amis de l'ordre, nos collègues. Emmanuel, tu as quitté la liste très attentivement. Ça vous fait penser à quoi? Quelles sont tes premières réactions? Comme à la télé, à chaud. Alors, mais je dirais mon premier sentiment, c'est que je trouve qu'on a une ministre qui a beaucoup de tonus qu'elle partage. Et je trouve que ça, c'est appréciable parce que le monde politique a tendance vite à s'installer dans ses réalités. Et donc, quand on sent un ministre qui a envie de marquer son mandat avec des choses concrètes et qui le porte avec enthousiasme, c'est plutôt rassurant. Donc ça, c'est mon premier sentiment. Et mon deuxième, c'est que, évidemment, c'est un peu la suite du premier, c'est de dire, donc, du coup, vous nous ouvrez l'appétit. Et comme vous nous ouvrez l'appétit, on va se donner rendez-vous très prochainement pour s'assurer, en fait, que vous pourrez tenir vos promesses, parce que dans un bon nombre de promesses que vous soumettez, nous serons de fidèles et vigoureux soutiens. Je vais jouer à Montmartin, Buxan. Et vous en pensez quoi, Madame la Ministre? Je suis très contente. Ma maman est dans la salle. Voilà. Parfait. Merci mille fois. On peut applaudir, Madame la Ministre. Voilà.